Invités et nos grands témoins. Bonsoir Christelle Bugvik. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la maman de Milan, 9 ans, diagnostiquée autiste sévère il y a 4 ans. Vous nous raconterez votre parcours, votre combat pour votre fils. Charlotte est à vos côtés. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Merci d'être là parce que c'est un témoignage rare que vous nous livrerez ce soir. Vous êtes vous-même autiste. Quel âge avez-vous? J'ai 35 ans. À quel âge avez-vous été diagnostiqué? 33 ans. Il y a juste 2 ans. C'est ça. Bon, eh ben on parlera de tout ça avec vous. Pas trop stressé, ça va? Ça va. Bon. Florent Chapelle est à vos côtés, bonsoir, bienvenue. Vous êtes le papa de Gala, 10 ans, il est autiste sévère. On évoquerait évidemment votre histoire personnelle, mais aussi votre engagement, car vous êtes le porte-parole du collectif autisme et votre vision aussi d'un système qui, dites-vous, marche parfois sur la tête. Alors des solutions, il y en a tout de même, on verra ça avec vous, Julie Maire. Vous dirigez une classe maternelle pour enfants autistes, ce sont les fameuses unités d'enseignement mises en place dans le cadre du plan autisme. Je crois qu'il en existe aujourd'hui 60. C'est ça. Bonsoir professeur. Professeur Richard Delorme, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Robert Debré, c'est à Paris. Vous êtes un grand spécialiste de l'autisme. On vous retrouvera tout au long du débat car vous nous éclairerez sur ce handicap. Et puis la réponse politique, ce sera avec vous. On parlera du plan autisme de 2013 notamment. Vous êtes Ségolène Neuville, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Merci de votre présence. Voilà, et puis sachez que vous pouvez, comme à chaque fois, réagir en direct à l'émission, si vous le souhaitez, sur Twitter, #soirée continue ou #autisme. Bonsoir Bernard Campan. Bonsoir. Bonsoir. C'est un très beau film que vous nous livrez ce soir. Oui, c'est un film émouvant, d'autant plus émouvant quand on sait la cause, quand on sait tout ce qu'il y a autour de ce handicap. On dit qu'au cinéma, il y a des rôles qui marquent plus que d'autres. Est-ce que celui-ci en fait partie? Oh, bah oui, celui-ci fait partie des rôles, oui, qui me marquent. Si je suis là ce soir aussi, c'est parce que c'est un peu une continuité aussi avec l'engagement que j'ai pris dans ce film, qu'on a tous pris, comme tout le monde, le réalisateur, mais enfin, en premier lieu, bien sûr, les Francis Perrin et Gersand, ce livre qui est d'ailleurs le point de départ, qui est très important pour nous tous. Vous connaissiez cette problématique de l'autisme avant de travailler sur le film? Quasiment pas. Et puis c'est vrai que c'est vraiment en lisant le livre de Francis et Gersand que j'ai aimé le scénario, j'ai dit d'accord, j'ai dit ok, mais j'ai tout de suite lu le livre dont était inspiré le scénario, et puis je me suis rapproché tout de suite des Perrin. Et voilà, ça a été un peu le plongeon Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez découvert de cet univers? La désespérance des familles, la solitude, le regard des autres? Bah, c'est vraiment là aujourd'hui ce qui ressort le plus quand je pense à tout ça, c'est vraiment le regard qu'on porte là-dessus. Je veux dire, tout le monde, enfin moi. Vous voulez dire nous, citoyens? Oui, voilà, sur ce handicap, sur l'autisme, et la peur qu'il y a la peur qu'on a derrière, devant toute différence, tout handicap. Mais c'est ça, moi, qui me marque le plus. Je pense que s'il y a quelque chose qui doit changer en premier lieu, c'est de se familiariser le plus possible par rapport à l'autisme, pour justement gommer le plus possible la peur et que les mentalités changent. Donc s'il y a quelque chose qui peut être fait à travers un film comme ça ce soir, débat, c'est peut-être ça aussi. Il y a aussi une particularité, Bernard Campan, dans ce film, c'est que le jeune Côme, ce n'est pas un comédien, c'est un autiste sévère. Comment est-ce que vous avez appréhendé le rôle, travaillé le rôle avec lui et les scènes que vous faites tous les deux? Est-ce que ça a demandé un travail particulier? Déjà, en lisant le scénario, je m'étais dit, si c'est pas un enfant autiste qui est là, le film n'est pas là. Pas. Donc on a eu la chance que les parents du petit Côme s'engagent, ce qui n'est pas du tout évident pendant un mois pour la maman, pour le papa non plus. Donc voilà, je les en remercie. Par rapport au jeu, ça n'a rien de... Jouer avec un enfant de 3-4 ans, de toute façon, voilà, c'est pas évident, parce qu'on ne peut pas lui demander de faire ça ou ça. Enfin, il peut le faire une fois, peut-être pas deux. Donc, vous voyez, il faut s'adapter. Mais en préparant l'émission, vous nous avez dit, il y a quand même des choses qui ont été particulières. Par exemple, il y a cette scène du repas où vous vous fâchez, et vous lui avez dit avant, attention, si je me fâche, c'est pour le cinéma. Oui, moi, c'est pas du réel. Ça me fend le cœur face à un enfant, quel qu'il soit, s'il ne peut pas comprendre pourquoi je me fâche. Donc, je lui ai dit, tu vois, là, ça c'est le jeu, je vais me fâcher, tu vas voir, je vais me fâcher. Alors il me regardait, et je sentais il a senti pendant tout le tournage qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, entre guillemets, la vraie vie. Et je suis sûr qu'il l'a bien senti. Et Côme, vous l'avez revu, vous avez créé des liens avec lui? Ça fait quelques mois que je ne l'ai pas revu, mais j'ai eu des photos récemment. Je sais que ça change, ça progresse. Il y a eu des difficultés, mais là, c'est en progrès,
Vous avez aimé le film, Christelle? Oui, mais moi aussi j'ai aimé le livre déjà. Oui. Et donc le film forcément. Et cette histoire me touche particulièrement parce que c'est ce que je disais, c'est il y a quelques années, lorsque Francis Perrin et sa femme sont intervenus sur cette même chaîne, c'est là où je me suis dit, c'est ce qu'il me faut pour mon fils. Et donc c'est vrai que la famille Perrin est quelque part, pour beaucoup de familles, oui, on les remercie d'ailleurs. Votre fils a 9 ans? Oui. Il s'appelle Milan? Oui. Et il est autiste sévère? Il était. Il était autiste sévère? Voilà, il a été autiste sévère, il était non-verbal. Il n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, 9 ans, il parle, il commence à construire des phrases. Et voilà. Et donc, Quand est-ce que vous avez commencé à sentir qu'il y avait quelque chose d'anormal, si je puis dire? Alors, à la naissance, c'était un bébé tout à fait normal, sauf qu'il ne dormait pas. Donc, il dormait 1 heure, voire 2 heures. Et il se réveillait. Donc, on m'a dit que j'étais une mère très anxieuse. Après, vers l'âge... C'est-à-dire que les premiers troubles, c'était d'abord des troubles du sommeil. Ah oui. Et puis, quand on est une grosse dormeuse, on les sent passer. Ce qui est votre cas. Voilà. J'étais une grosse dormeuse. Et ça dure pendant combien de temps? Eh bien, ça fait 10 ans qu'il ne dort pas. Ah oui. Vers l'âge de 2 ans et demi, il a arrêté de parler, c'est-à-dire les ba, 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 plus rien. Il ne riait pas, c'est-à-dire qu'il avait un rire silencieux. On pouvait lui faire des chatouilles, il n'y a rien qui sortait de sa bouche. Il a arrêté de manger, il a arrêté de dormir, il a arrêté donc de parler, de rire. Et là, on se dit, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Vous avez été voir votre pédiatre. Que vous dit-il quand vous lui parlez de ces troubles du sommeil et de l'élocution? Je suis une mère trop anxieuse, que c'est un garçon, les garçons c'est lent, ça prend leur temps, et puis bon, il voit bien qu'il peut me mener par le bout du nez, donc etc., etc. Donc il vous dit, pas de problème, tout est normal, tout va bien, ça va s'arranger. C'est moi le problème. Et le temps passe. Et le temps passe. Et donc arrivent là les plus grosses difficultés. Et là, je suis licenciée parce que j'arrive tous les matins en retard, parce que je m'endors au travail, parce que je suis souvent absente. Donc je suis licenciée. Et là, il a 3 ans. Et là, je prends mon petit bout sous le bras. Et en avant de tout, j'ai fait avec mon mari, enfin mon ex-mari à l'époque, on a fait tous les médecins. Et vous vous adressez ensuite à un spécialiste? Ah oui, alors ça, on en a fait. Un neuropédiatre? Oui, on en a fait. Et pas un, on en a fait plusieurs. Comment se passe le premier rendez-vous avec lui? C'est une catastrophe. C'est pareil. Donc je suis déjà beaucoup de questions sur ma vie personnelle. Combien de temps la grossesse, enfin tout ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire que le parcours de Gersante, c'est le mien, c'est celui de millions de mamans. C'est vous l'avez voulu, vous l'avez désiré cet enfant, donc peut-être que vous le choyez trop. C'est est-ce que avec votre mari ça se passe bien, est-ce que, enfin voilà, c'est des questions. Enfin, il s'intéresse à tout sauf à l'enfant. Donc on vous culpabilise pour être tout à fait clair. C'est de votre faute. S'il est comme ça, c'est de votre faute. Oui, parce qu'un jour on finit en plus par avoir voilà, il parlait pas. Donc j'ai été voir un neuropédiatre qui, lui, était spécialisé dans les troubles de la communication, rien à voir avec l'autisme, qui m'a dit, chère madame, donc 9 mois d'attente, pour 3 secondes à me dire, ça me concerne pas, cet enfant-là, c'est un autiste, c'est pas pour moi. Et là, il y en a un qui m'avait dit qu'il était autiste. Donc il m'a dirigé sur l'hôpital de jour. Et là, mon parcours a démarré. C'est Milan, ça? Oui. Quel âge a-t-il sur cette photo? L'année dernière, 8 ans. On a planté des fraises pour qu'il essaye de manger des fraises. Et il aime ça? Ça y est, c'est un des aliments il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un des aliments qu'il mange maintenant. Comment êtes-vous reçue à l'hôpital de jour? Alors, c'est charmante, mais c'est de suite, je me fais pareil, parcours... est-ce que vous l'avez allaité? Est-ce que vous ne l'avez pas allaité? Etc., etc. Qui vous reçoit à ce moment-là? Une pédopsychiatre, qui est donc la responsable de l'hôpital de jour, et qui donc est partie, mais vraiment dans des délires, voilà, à dire à son père, cet enfant-là, éloignez-le de sa mère, elle est en train de le détruire. Le médecin dit ça à votre mari? Oui. J'ai eu le droit à une parole aussi, voilà. Vous avez beaucoup de tempérament, madame. Le fait d'avoir un garçon dans votre ventre, donc un sexe masculin qui pousse en vous, vous l'avez refoulé. Waouh. Et là, mais je vous assure, vous vous dites, mais enfin, vous êtes chez un médecin, donc bon. Et votre mari, comment prend-il les choses à C'est sur le moment où on sort de là aussi bête l'un que l'autre. Mais l'autisme est formalisé par l'hôpital de jour? Du tout. Psychose infantile.
Quelle solution vous est proposée après ces consultations un peu ubuesques à l'hôpital de jour? La seule chose que j'ai, c'est des menaces, parce que quand je dis je m'en vais avec mon fils, je le prends sous le bras, au revoir, on me dit attention, non soins sur enfants handicapés, madame, les services sociaux sont pas loin. Donc là... Donc ils vous menacent de prévenir les services sociaux pour vous enlever votre fils, pour être clair. Ah oui, je l'enlève, il n'a pas de soins. Et on me dit, à partir de lundi, on vient chercher Milan, il y a une ambulance qui viendra tous les matins, on vous le prend en charge. Oui. Vous êtes assez jeune pour vous en faire un autre. Celui-là, ce sera un légume toute sa vie. Oubliez-le. Donc on je vous dis, ça. le film, oui. Les médecins vous disent ça? Oui, oui. Pendant 3 secondes, on se demande si, voilà, ce qu'on va faire, si on va rester sur Terre ou pas. Ça m'est passé 3 secondes. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose. En France, il y a énormément de suicides, de mères d'enfants autistes, de familles. C'est quelque chose parce que, voilà, même ce qu'elle m'explique, ce qu'ils veulent lui faire. Si vous avez une ordonnance avec des neuroleptiques, il a 3 ans. Mais la dose qu'elle lui a prescrite, moi, je dors pendant 8 jours. Enfin, je me disais, mais j'ai pas eu... Enfin, voilà, et on va faire la pataugeoire sèche. C'est quoi ça, la pataugeoire ça, c'est un sèche? grand moment quand j'ai découvert ça. Mais on le met dans une pataugeoire avec un robinet. Et on attend qu'à un moment, il ait l'idée d'ouvrir le robinet. Et il y a 3 personnes assises sur un siège avec un carnet qui attendent. Donc ça, c'est la solution qu'on vous propose. Voilà. Et donc, j'ai contacté une association qui m'a dit « Stop, tu le retires. » Par contre, c'est des mamans. Voilà, c'est des mamans qui s'étaient réunies dans mon secteur, dans le Béarn, qui m'ont dit « Prends un pédopsychiatre en libéral. » Alors, je dis « Mais j'en veux pas. C'est pas grave. Au moins, elle pourra pas t'embêter. » Donc, j'ai pris un pédopsychiatre en libéral. J'ai pris une orthophoniste en libéral. J'ai fait toute une prise en charge en libéral. Et ensuite, j'ai envoyé mon recommandé en disant « Je quitte l'hôpital de jour avec mon enfant. Il a des soins. Ça a été vérifié. » Voilà. Quand arrive le diagnostic formel de l'autisme? À quel moment? Il arrive pour ses 5 ans. Trouble envahissant du développement avec retard du développement. Bon, peut-être un mot d'explication, professeur, sur l'autisme sévère. De quoi s'agit-il exactement pour que chacun comprenne? Alors, la définition même de l'autisme, enfin de tout moins des définitions actuelles, on appelle ça plutôt un trouble du spectre autistique. Oui. C'est des difficultés qui sont quantitatives, des difficultés de la communication sociale. Donc, c'est des enfants qui vont être, ou des adultes qui vont être en difficulté pour communiquer intimement avec parce qu'on dit souvent il y a autant de formes d'autisme que d'autisme en France, grosso modo. Il y a énormément de formes différentes. Oui, mais je dirais, parfois c'est un peu comme fièvre. On peut avoir 38, puis on peut avoir 41. Ouais. Donc c'est une quantité. Donc certains patients ont des symptômes de faible intensité, d'autres ont des symptômes beaucoup plus intenses. Mais l'autisme, c'est une maladie dans son environnement. Donc certains vont avoir une épilepsie, d'autres vont avoir un retard mental, un déficit intellectuel. Et donc en fait, l'autisme, c'est une pathologie qui est aussi une pathologie dans un contexte d'autres troubles. Donc certains vont être extrêmement anxieux et donc ça va greffer leur pronostic de manière extrêmement importante. Est-ce qu'on a une réponse scientifique aujourd'hui aux causes de l'autisme? Oui, je pense qu'on commence à avoir une idée extrêmement précise. Il y a dizaines de milliers de chercheurs qui s'intéressent vraiment à l'autisme et on commence à avoir une idée très précise, en particulier des facteurs génétiques qui sont impliqués. Et donc ce que je dis souvent, c'est que parents, vous n'êtes pas responsable de la maladie de votre enfant. Et donc effectivement, il y a des facteurs biologiques, parfois il y a des facteurs d'environnement, par exemple la prématurité, facteur de risque majeur. Prendre certains médicaments durant la grossesse sont des facteurs qu'on a identifiés comme étant un facteur de risque d'autisme. Et donc c'est cette composante entre des facteurs génétiques identifiés, des facteurs d'environnement identifiés, qui peuvent être à l'origine de l'émergence de ce trouble. Ça vous choque ce que vient de raconter Christelle, qu'aujourd'hui encore des médecins culpabilisent les mamans? Non, malheureusement, je dirais que je reçois quasiment un mail tous les soirs chez moi, ou avec la même détresse. C'est très dur d'avoir les familles qui viennent me voir en consultation, parce que non seulement... avoir un enfant malade, c'est difficile. Avoir un enfant avec un trouble autistique, c'est encore plus difficile. C'est vraiment une double peine pour les familles. Parce que quand on a un enfant malade, on aime que la société nous aide, nous protège. Et là, parfois, on a la sensation d'être encore plus seul. Une fois le diagnostic posé, se pose ensuite le problème de la scolarisation. Et là, c'est un autre parcours du combattant qui commence, Christelle. Oui. Alors, la scolarisation, 28 écoles qui me l'ont refusée. Donc 28 qui ont trouvé des excuses, c'est oui, c'est non, c'est peut-être, oh ben si je suis obligée, il y a une loi, je vais vous le prendre. Donc forcément, bon, on dit merci monsieur et puis on continue à appeler. Et au bout de la 28e, j'en ai trouvé une, c'était juste le jour, le 30 juin, parce que justement, je me disais pour la rentrée le 30 juin. Et donc là, démarre la maternelle, génial. Voilà, 2 ans de maternelle où je suis tombée sur une enseignante qui était une ancienne infirmière. Voilà, qui est devenue une enseignante qui était géniale. Les enfants sortaient en me disant « Ça y est, Christelle, il a dit rouge, il a dit rouge !» C'est vrai. Oui, voilà. Donc, ils essayaient de le faire parler. Et puis, vraiment, il était accepté tel qu'il était. Entre le début de la scolarisation et la fin, où vous le voyez déjà jouer, pour un enfant autiste, jouer avec les autres, c'est magnifique. Et puis, arrive le CP. Ça bascule. Et voilà, alors là, c'est l'enfer.
il dormait plus, il mangeait plus, il a arrêté de grandir, il a arrêté de grossir. Parce qu'à l'école, il était exclu. Oui, c'est-à-dire qu'il avait sa table, sa chaise, son AVS, et voilà. Il était laissé pour compte par la maîtresse. Est-ce qu'il était laissé pour compte aussi par les autres camarades? Forcément, il a été intégré à rien. Oui. Je vais vous donner un exemple, parce que ça m'a... L'enseignante de CP en fin d'année qui vient me voir en me disant « Madame Bucvic, vous souhaitez que votre enfant fasse partie vraiment du spectacle de fin d'année ?» Alors je dis « Ben oui, pourquoi ?» Parce que vous savez, on fait un spectacle de qualité dans notre école. Et là, quand vous êtes maman... Oui, j'imagine. Voilà. Vous voyez, et c'est ça, c'est que des choses comme ça, où ils se rendent pas compte, quoi, mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, du combat qu'on a. Vous êtes étonnante parce qu'on a le sentiment que vous n'avez jamais baissé les bras. J'imagine qu'il y a eu des moments de doute dans toute cette histoire. Mais tout le temps. Mais après, c'est ce que je disais, autant moi que son père, voilà, on l'aime ce gamin, et si on se bat pas, je sais qu'il est fichu. Donc, quelque part, moi, c'est ce que je dis ma vie personnelle, elle est fichue. Je ne travaille plus, je vis, voilà, je suis au RSA, je vis, mais je me bats pour que lui s'en sorte, quoi. C'était lui ou moi. Alors bon, j'ai dit, ce sera lui, c'est mon fils, il s'en sortira, mais c'est un combat, mais enfin, je peux vous dire que voilà. C'est une belle leçon de courage en tout cas. Mais on est beaucoup. C'est-à-dire que je suis pas toute seule. C'est qu'il y a énormément bon, en général, je dis les mamans parce que voilà, mais parce que les papas en général sont au travail. On a un papa là qu'on entendra tout à l'heure, Florence Chapelle. Comment va-t-il aujourd'hui? Ah, très bien. C'est ça, c'est que alors donc il recommence à grandir il a recommencé à grandir depuis septembre à peu près. Il a 9 ans. 9 ans, et donc parce qu'il dort 6 heures par nuit. C'est pas du bois, mais vous pouvez y aller normalement. Ça porte bonheur quand même. Il dort 6 heures par nuit. Il est chez vous? Oui, il est chez moi. Il est scolarisé à domicile. Ouais. Mais oui, on a tout arrêté et on a mis des choses. Mais ce qui fait que la prise en charge du coup est bénéfique puisqu'il n'a plus le stress d'aller à l'école. Donc on peut mettre des choses en place, donc on travaille l'alimentation, on travaille plein de choses, et surtout... Il est revenu au niveau qu'il avait avant l'épisode de la primaire avec l'entrée au CP. Là, on recommence... Il a refait des progrès. Oui, et là, on attaque la lecture, on attaque... voilà. On le découvre, il y a des photos qui passent derrière vous. C'est mon petit. Il est magnifique, ce garçon. Oui, il est magnifique, et c'est pour ça, c'est dommage. C'est dommage que... Voilà, ce que je disais, la fatalité, c'est pas qu'il soit autiste, c'est qu'il soit né autiste en France. Voilà, c'est ça. Bon, on va en parler aussi de tout cela. Professeur, il y a quelque chose qui ressort de ce témoignage, c'est que l'accompagnement, c'est crucial. Si l'enfant est pris en charge très tôt et qu'il est bien suivi, il y a des progrès qui se passent. Il n'y a pas de fatalité. Tout à fait. Je crois que là, pour le coup, encore une fois, c'est une pathologie comme une autre. C'est-à-dire à partir du moment où on la prend en charge, l'enfant va progresser et il va pouvoir croître dans les différents domaines qui sont ses difficultés. Donc, prendre en charge précocement un enfant, dans notre service, par exemple, on commence à avoir des enfants à risque à partir de 0 mois. Et puis après, on les suit, on voit l'émergence des symptômes. Quand il y en a, parfois il n'y en a pas. Et donc, souvent, les symptômes apparaissent vers 15 mois. On commence à être à peu près au clair sur le diagnostic vers 24 mois. On commence à avoir une idée quand même assez précise. Et donc, en fait, les recommandations actuelles, en France ou dans le reste des pays développés, c'est de pouvoir accompagner les familles et l'enfant dans son développement. Alors vous, Charlotte, vous n'avez pas eu cette chance d'être diagnostiquée très tôt, puisque vous avez 35 ans. Oui. Et vous avez été diagnostiquée il y a seulement 2 ans, à 33 ans. Mais c'était comme ça, il n'y avait pas de diagnostic avant. Là, on parle des gens qui... Enfin, ça me surprend parce qu'on parle des gens qui maintenant se battent, mais avant, il n'y avait rien. Alors vous êtes... merci d'être là d'abord, parce que c'est vrai que c'est un témoignage rare, qu'on entend très peu souvent, les personnes atteintes d'autisme. Oui. Vous êtes autiste de haut niveau. Alors j'ai du mal avec les mots atteints, ce genre de choses. Bon, on va essayer d'être clair. C'est vrai que j'ai promis de vous faire des questions très fermées et très précises, parce que voilà, il faut peut-être expliquer aux gens qui nous regardent. L'une des particularités de votre handicap, c'est d'avoir du mal à organiser vos propos et de synthétiser, c'est cela ? C'est-à-dire que, en fait, j'ai une hyperfocalisation perceptive, c'est-à-dire que je perçois beaucoup les détails. Si on compare par rapport à un sens, c'est-à-dire que je vois vraiment ce qu'il y a au centre, ce qu'il y a autour. C'est plus compliqué, c'est-à-dire que c'est un peu comme si j'étais au niveau de la vue, comme si j'étais myope ou hypermétrope, je ne sais pas exactement. Mais c'est ça, en fait. C'est un handicap que je vais garder. Et toute la perception a des conséquences dans tout. Donc, vous avez des problématiques aussi sur le bruit, c'est cela ? Tout le sensiromoteur, le cognitif est conditionné par ça, effectivement. Et je crois que vous avez aussi du mal à différencier les expressions de visage entre certaines expressions.
passer de la perception à l'analyse, enfin je connais pas les termes exacts, mais passer de la perception à l'analyse, hein, c'est-à-dire que oui, ça se fait, j'ai un fil perceptif beaucoup plus fort, donc forcément l'analyse se fait plus lentement, mais aussi plus précisément. C'est un handicap compliqué dans votre vie quotidienne aujourd'hui? Eh ben, c'est un petit peu, je pars dans tous les sens. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire, si j'ai des tableaux où je mets les tâches que j'ai à faire. Voilà, malheureusement, donc c'est ça des n'avance pas. tableaux au mur dans lesquels vous mettez les actions que vous devez faire? Oui, j'ai des tableaux sur mon ordinateur plutôt. Oui, je les mets au mur, effectivement. Les tâches ménagères aussi, c'est quelque chose que vous organisez? C'est-à-dire, vous dites à telle heure, je dois faire la vaisselle, je dois préparer à dîner, Normalement, il je dois faudrait que aller je me mette tout ça en coucher. place, effectivement, parce que sinon, effectivement, les initiatives sont très compliquées et on est souvent vite débordé. Parce qu'en fait, quand vous avez une focalisation, vous restez sur des choses que vous faites parfaitement. Mais la vie, c'est pas ça. C'est que vous devez gérer plus de choses. Et en plus, quand vous êtes handicapé et que vous n'avez pas été diagnostiqué à temps, vous avez encore plus de choses. Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous étiez différente? On le perçoit, on l'analyse pas pendant longtemps. Enfin, en tout cas, il y en a, moi non. Ça n'a pas été rapide, mais j'avais pas un autisme léger, contrairement à ce qu'on pense. Donc, d'autres personnes proches de moi l'ont compris très jeune, qu'ils étaient différents. Moi, je le percevais parce que j'étais toute seule dans la cour, mais j'ai pas analysé en fait. Il a fallu quand j'ai vraiment réalisé. Je pense à 13 ans, mais on m'a dit en gros de me taire. Enfin, Et enfant, vous aviez des signes particuliers qui pouvaient laisser à penser que vous étiez autiste? Oui, j'avais tous les signes, absolument tous. Alors déjà, je dormais pas. Voilà, j'avais pas le réflexe de succion, j'avais pas, j'étais pas un bébé normal. Vos parents en avaient conscience? Très très rapidement, mais ils savaient pas comment réagir face à ça. Très rapidement, et ma mère, elle a mis un peu plus de temps, mais après c'était clair. Mon hyperfocalisation me fatiguait énormément en fait, et pour elle, je coupais la communication. Mais il y avait plein de choses. Hein. Et puis j'ai acquis le langage, j'ai mis j'avais tous les signes dans le langage également. À quel âge avez-vous parlé? Alors, c'est passé en plusieurs temps, mais à 3 ans et 9 mois, mon père m'a dit que je disais ang pour manger, je disais le lot de caca-lala pour avoir du Coca-Cola, donc je faisais des écolalis immédiates. Alors regardez, c'est là. C'est une vidéo de vous, vous avez quoi, 5 ans sur cette image? Non, j'ai 3 ans, je crois que c'est là où j'ai 3 ans, 9 mois, oui. Voilà. Quand vous étiez enfant, est-ce que vos parents vous ont emmené consulter des médecins? Oui, ils ont consulté assez rapidement, en fait. Personne, à aucun moment, pendant ces rendez-vous, les médecins que vous avez vus ont dit à vos parents, elle souffre d'autisme? Non. Alors, souffrir d'autisme, je suis désolée, mais ça ne me parle pas du tout. Je ne souffre pas d'autisme, je suis autiste. Moi, voilà, je suis comme ça. C'est comme quelqu'un qui, je sais pas, j'ai des copines qui leur manque un membre. Voilà, elles vont rester comme ça jusqu'à la fin de leur vie, ça ne leur empêche pas de grandir. Par contre, elles doivent apprendre à faire avec. Hein. Donc, pour moi, non, mes parents n'ont pas été informés. Au bout d'un moment, mon père voulait avoir des réponses quand même. Je suis allée voir au CMP, je devais avoir 4 ans presque. Et non, on leur a dit oui, on trouve qu'il y a un truc bizarre. Mais après, on leur a dit, mon père leur a posé la question, enfin la personne qui était une grande psychanalyste. Oui. Et en fait, finalement, on lui a dit non, il n'y a rien. Et ça a beaucoup frustré mon père, je crois. Charlotte, on parlait tout à l'heure du regard des autres. Oui. Pendant votre scolarité à l'école maternelle, primaire, est-ce que vous l'avez senti, ce regard, sur votre différence? Ah oui, on a fini par me faire sentir, surtout... Ça se manifestait comment? Le harcèlement scolaire, qui a été très dur, Vous très étiez violent. harcelée? Oui, j'ai vécu un harcèlement scolaire vraiment d'une violence extrême. C'est-à-dire verbal, physique? Verbal, physique. J'ai eu tout, même sans répit. Sans répit de l'âge de 13 ans. Donc là, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qu'on vous disait? Je me souviens plus, c'est un blackout. Je vais être franche. Vous avez effacé ça de votre mémoire? C'était d'une violence extrême. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous aviez des amis, des petits copains, des camarades? Non. Ma première vraie amie, c'est une personne autiste. Je l'ai rencontrée à 17 ans. Donc vous avez fait toute votre scolarité en milieu ordinaire, dans des écoles classiques de l'éducation nationale, sans savoir véritablement que vous étiez autiste, et avec des gens qui vous traitaient comme quelqu'un de différent, et vous étiez seul. Je ne sais pas si on doit traiter quelqu'un de différent comme ça, moi je pense pas, mais en tout cas, ils me traitaient d'une manière qui n'était pas normale, ça c'est sûr. Et les profs? Et ça a continué. Et les profs? Les profs, non, moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu qu'une prof qui m'a harcelée. C'est une grande chance par rapport à la norme. Ça, vous vous en souvenez? Ou vous avez aussi effacé ça de votre mémoire? Ah non, je m'en souviens. Ça, parce qu'on en a parlé après. Et que du coup, j'ai pu me construire en comprenant que c'était pas normal.
Quand vous dites harceler, c'est-à-dire Elle m'humiliait devant. En fait, là, c'était pas effectivement, c'était plus de l'humiliation. C'était pas vraiment du harcèlement, c'était, enfin, si, elle s'acharnait contre moi. Et puis surtout, elle m'a empêchée de faire participer avec les autres, par exemple, une pièce de théâtre. Bon, c'est vrai que j'avais un problème de faire semblant, mais encore à l'époque, mais il y avait vraiment, elle me mettait, elle avait pas compté mes notes. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'elle me traitait pas de manière égale. Alors, vous avez eu votre bac, malgré tout J'ai eu ça? un bac S avec mention. Pourtant, c'était pas Donc du vous tout. étiez bon élève, très bon élève même. Comment dire? Allez-y. En apparence, alors on disait, voilà, les professeurs pensaient pour moi que effectivement je faisais beaucoup d'efforts, en fait, concrètement, le rythme, comment dire? Maintenant, je sais ce qu'il aurait fallu faire. À l'époque, j'étais dans un TGV en marche, c'est-à-dire que non, il aurait vraiment fallu des adaptations pour moi. J'ose le dire, je suis désolée, mais moi, je pense qu'on a le droit à l'instruction, mais l'instruction adaptée à ma façon d'apprendre. C'est-à-dire que j'ai réussi à ranger, à trouver des repères de couleurs, à tout ranger par des couleurs. Enfin, j'ai mis énormément de stratégies en place, mais c'est parce que j'ai eu le temps, parce que j'ai redoublé et surtout que j'étais plus harcelée. Alors, vous allez nous raconter la suite parce que vous avez eu votre bac avec mention, vous avez fait des études supérieures et vous avez intégré le monde du travail, l'univers du travail, avec plusieurs expériences. Je suis restée au niveau stage. En tout cas, stage. vous avez eu des expériences dans le monde du travail. Voilà, c'est ça. Vous avez été prof, vous avez enseigné la danse. Comment ça se passait dans l'univers professionnel? Est-ce que vous étiez mieux accepté ou vous étiez également rejeté, comme vous nous l'avez raconté avec le système éducatif? À l'université, c'est très bien passé parce que j'ai rencontré aussi, on est très libre, et j'ai rencontré des personnes comme moi. C'est en fait, non, au niveau du travail, là, ça a été très, très, très compliqué. C'est-à-dire? Il s'est passé exactement comme à l'école. Ouais. Donc on vous faisait sentir une nouvelle fois cette différence? Le faire sentir, je pense que les gens réagissent avec ce qu'ils sont. Et c'est pas toujours très joli. Je suis désolée de le dire comme ça. Et donc, du coup, les gens pensent qu'on est idiots. Pourtant, on arrive au but, mais de manière précise. Vous voyez, on colle tout ce qui est l'hyperfocalisation. Ça crée, en fait, au final, je suis beaucoup plus perfectionniste, mais j'y arrive avec beaucoup plus d'efforts, certainement. Ouais, je comprends. Et mon travail, le résultat était très fort bien. Enfin, c'était très apprécié de la part des supérieurs, mais ceux qui travaillaient à côté de moi, eux, ils n'étaient pas du tout contents que je fasse comme ça. Et en plus, c'est très, très mal perçu. Alors vous avez juste envie d'aider. Hein. En tout cas, vous en parlez parfaitement bien et tout ce que vous dites est absolument limpide, Charlotte. Je sais pas, là, sur le diagnostic. Si, je vous assure. À quel âge et qui vous donne ce diagnostic? J'avais 33 ans, c'était en 2014, et c'est un service, un centre expert. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris et pris connaissance du diagnostic? Est-ce que c'était un soulagement, moi, je savais. De la colère? Moi, je savais, hein, c'était un an après. Mais c'est important d'avoir les mots aussi. Oui, ça m'a fait du bien, qu'au moins je sois plus seule à savoir, mais j'étais déjà plus seule, parce que je fréquentais des personnes diagnostiquées. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça... Votre question, c'est... Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez ressenti un soulagement d'apprendre Je pense qu'à un mot, justice. Justice pour moi et pas que pour moi. Parce qu'on a souvent des proches aussi qui sont autistes. Moi, c'était une justice de ce qu'ils ont vécu pendant des décennies. Voilà, c'est juste une question de justice, en fait. C'est juste une question de... Moi, je me suis dit, quelque part, une justice, et je vais la mener jusqu'au bout, cette justice, parce qu'on a le droit d'exister. C'était une seconde naissance pour moi. On s'est trompé, on a oublié de me le dire, quoi. Vous le comprenez, ce mot justice, Florence Chapelle? Ce mot justice, il est central. C'est d'abord une immense injustice que vivent toutes les familles en France. On voit Votre bien... sentiment de papa, Florence Chapelle, car vous êtes vous aussi papa d'un jeune autiste, ce sentiment de justice, vous l'avez eu quand le diagnostic est tombé pour votre enfant? Alors, moi, il est tombé relativement vite parce que, justement, génération Internet, je suis allé assez vite et j'ai eu assez vite un diagnostic. Enfin, j'ai perdu du temps parce que je suis allé voir 3 pédiatres. Votre fils a 10 ans aujourd'hui, Galad. Oui, oui. Et le diagnostic est tombé quand il avait 3 ans, c'est ça? Il avait 3 ans, voilà. Ouais. Et on a tout de suite mis en charge une prise en charge éducative et comportementale efficace. Alors, il ne parlait pas à l'âge de 4 ans et demi, mais avec les méthodes PECS, hein, c'est les méthodes d'échange d'images, le langage est arrivé et après... Qu'est-ce qui vous a alerté dans son comportement et vous avez détecté un handicap très tôt? Quand vous avez un enfant qui passe sa journée à ne pas jouer, à juste jeter les objets, déchirer les pages des journaux,
se coller contre la télé, à regarder juste le bandeau de titre qui fait comme ça, et à tourner autour des voitures en se regardant, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Non, ouais. Quand vous prenez connaissance du diagnostic, comment vous réagissez? Parce que c'est la vie qui bascule. Ah bah c'est la vie qui bascule, oui, ça vous transforme tout. C'est-à-dire votre femme ou vous, enfin il y en a un des deux qui est obligé d'arrêter de travailler, mi-temps ou temps plein. Donc déjà vous perdez une partie du salaire. Vous vous rendez compte que les méthodes éducatives sont rares, forcément chères, enfin c'est un temps plein, donc c'est forcément de l'argent. Et que là, si vous donnez des neuroleptiques à votre enfant, c'est remboursé par la Sécu. Si vous faites une méthode éducative, c'est pas votre pomme. Et là, je voudrais juste donner un chiffre. Prendre en charge un enfant, c'est 3 000 € par mois, à la charge des familles. Grosso modo, vous avez un peu de déduction d'impôt, un petit peu d'aide de la maison du handicap, mais il vous reste au moins 1 500 à 2 000 € de votre poche. Donc pendant 10 ans, puisqu'en 10 ans, on fait faire beaucoup de progrès à un enfant, ça coûte 300 000 € à la famille. Bon. Si vous ne faites pas ça, si la famille ne trouve pas l'argent avec une assoce, en vendant son appartement, je ne sais, en faisant tout ce qu'elle peut pour trouver cet argent, eh bien c'est l'hôpital psychiatrique. Et là, 300 000 € par an, pendant 50 ans, ça coûte 8 millions d'euros à l'État. Qu'est-ce qu'on vous a proposé, vous, comme solution, une fois que le diagnostic est tombé? Ah ben moi, j'ai fui l'hôpital. Mais on vous a fait des propositions? À l'hôpital? Oui. Bah, il n'y en avait pas. Ils sont souvent sans solution. Enfin, ils vous proposent juste de l'occuper, de le mettre dans une salle et d'attendre l'émergence du désir. Un peu le syndrome de la pataugeoire qu'évoquait Christelle tout à l'heure. Vous parliez... Excusez-moi de vous couper, mais j'ai jamais pensé à ouvrir le robinet, je ne l'avais pas vu. Mais j'ai quand même eu mon bac, c'est déjà ça. Vous voyez, hein, on n'est pas toujours... Vous l'avez ouvert a posteriori, peut-être. Florence Chapelle, sur les méthodes que vous évoquiez, on en parle beaucoup de ces méthodes comportementales, la méthode ABA, la méthode Teach. Pour que chacun comprenne de quoi s'agit-il précisément, en quoi consistent ces méthodes? Alors, en fait, on pourrait les opposer justement aux autres méthodes qui ne marchent pas, hein, qui sont j'attends que l'enfant se révèle, son désir arrive. C'est un petit peu comme si vous demandiez à un enfant aveugle, bon bah alors voilà, on va attendre qu'il voit. Non, ça marche pas. Ou on va attendre qu'il entende. Non, il va falloir lui poser un appareil. Donc là, on aide l'enfant à progresser avec ces méthodes. Oui, on l'aide. Alors on va vraiment chercher l'enfant au plus profond. Mais c'est exactement comme si vous mettez un enfant dans un placard pendant 7 ans. Vous le sortez au bout de 7 ans, il parlera jamais, il sera jamais propre, il fera jamais rien. Ben, un enfant, il est bloqué comme ça, il est enfermé. Donc ça marche comment? Par la récompense, par l'accompagnement? Exactement. Alors là, les méthodes, ce serait long à expliquer, il faudrait une émission que sur ça. Mais ça marche? Mais ça marche super bien. Vous confirmez, professeur? Ça marche pas sur tous les enfants. Tout à fait. Il y a des stratégies qui fonctionnent, et des stratégies non médicamenteuses qui fonctionnent pour l'autisme. Alors après, c'est des stratégies qui sont très précises. Donc c'est ce que dit M. Chapelle, c'est qu'effectivement, il y a des stratégies qui peuvent s'adapter aux petits, aux plus grands, à ceux qui sont sans langage, ceux avec langage. Donc les stratégies, il ne faut pas imaginer que la prise en charge, c'est quelque chose d'assez global, c'est juste une globalité. Non, pour chaque enfant, il y a un programme extrêmement précis. Et c'est ça qui va faire émerger le potentiel de l'enfant. Ségolène Neuville, peut-être une réaction sur le sujet. Le système de ces méthodes comportementales est officiellement la méthode qui fonctionne au sein de l'institution et au sein de l'institution de la santé et du corps médical? En tout cas, c'est ce que dit la Haute Autorité de Santé. Donc j'imagine que vous allez nous confirmer. Le corps médical, en France, il y a la Haute Autorité de Santé, et donc qui fait des recommandations à partir des publications scientifiques. Et quand on est effectivement professionnel de santé, on est tenu de respecter en fait les données de la science, c'est-à-dire les dernières données les plus récentes qui sont publiées au niveau international. C'est la raison pour laquelle il y a eu une demande, une saisine de la Haute Autorité de Santé pour justement qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants avec autisme. Donc ces recommandations sont sorties en 2012 et elles sont extrêmement claires. Et j'ajouterais qu'il y a 2 autres recommandations qui sont en cours de réflexion à la Haute Autorité de Santé et qui vont sortir. C'est celle pour les adultes, parce qu'il n'y en avait pas eu non plus pour les adultes depuis extrêmement longtemps. Et je crois qu'il faut aussi faciliter les choses pour les professionnels, qu'ils aient des orientations claires. Mais pardon, on est quand même abasourdi par les histoires qu'on a entendues. Et deuxième recommandation qui va sortir aussi. Sur la méthode psychanalytique qui visiblement est toujours là. Bien entendu. Mais vous le regrettez? Écoutez, moi, forcément, je représente les pouvoirs publics. Donc moi, mon rôle, c'est absolument pas de dire aux médecins il faut que vous fassiez comme ci ou comme ça. En revanche, mon rôle, c'est de dire il faut respecter les données de la science. Et les données de la science, c'est clairement les recommandations de la Haute Autorité de Santé et les méthodes qu'on appelle cognitivo-comportementales, les méthodes éducatives en fait. Mais est-ce que c'est normal, encore une fois, Ségolène Neuville, est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'il y ait encore des personnels médicaux, médecins, pédopsychiatres qui culpabilisent les mères? L'histoire de Christelle est absolument sidérante. Il y a encore 3 ans, il y a quelqu'un qui lui dit c'est de votre faute si votre fils est comme ça.
C'est bien l'objectif du 3e plan autisme qui est sorti juste après les recommandations. Immobilisme chez les médecins. Qui est sorti juste après les recommandations de 2012. Et il y a plusieurs priorités. La première, c'est déjà d'améliorer les conditions du diagnostic. Parce que quand on écoute tous vos témoignages, quand on regarde le film, c'est ça qui est frappant. C'est que finalement, c'est les parents qui font le diagnostic sur Internet. Et ça, on le fait sur nous. Hein. Voilà. Moi, je connais que 2 personnes. Les parents ou les personnes elles-mêmes. Mais donc ça, on voit bien que là, il y a quand même une grosse difficulté. Avec un énorme Priorité retard du encore, 3e plan autisme, vous le confirmez, le diagnostic précoce. Bien sûr qu'il y a du 5 ans retard. et demi C'est pour aujourd'hui en ça moyenne. qu'il y a actuellement, vous l'avez cité à plusieurs reprises, les centres de ressources autisme. J'admets qu'ils ne sont pas tous parfaits, mais il y en a quand même qui fonctionnent bien. Il y en a un par région, et l'idée, c'est que chaque centre de ressources, ils viennent d'être évalués par l'IGAS, et donc il y aura des mesures qui seront prises. Et l'idée, c'est qu'il y ait des équipes locales, parce que c'est un par région. Donc il faut qu'il y ait des équipes en plus, localement, partout, que les parents puissent aller voir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous vous êtes posé les questions, qui je vais voir. Donc il faut améliorer ce diagnostic. Et deuxième priorité, mais essentielle, aider les parents. On va en parler, si vous le voulez bien, notamment sur l'accompagnement pour une entrée en milieu scolaire ordinaire, c'est comme ça que l'on dit. Florent Chapelle, peut-être un mot de votre fils. Comment va-t-il aujourd'hui ? Je ne peux pas dire que mon fils s'en soit sorti. L'autisme, c'est toujours assez handicapant. Il y a encore des crises, c'est compliqué. Il a 10 ans aujourd'hui, aujourd'hui, il va à l'école, en milieu ordinaire. Alors, il est dans une classe un peu adaptée. Il a un éducateur que je paye, qui va à ses côtés 40 heures par semaine. Mais grâce à ça, il parle, il commence à écrire. Il a écrit une lettre au Père Noël à Noël. J'adore. Je pourrais vous la montrer, c'est magnifique. Combien d'enfants sont aujourd'hui admis en milieu ordinaire, en milieu scolaire ordinaire? C'est 20% et pas toujours dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que 80% sont en IME, en hôpital psychiatrique ou chez eux. Mais ils ne sont pas là où il faut, ils ne sont pas là où ils apprennent. 20% des enfants autistes aujourd'hui scolarisés en France, je crois qu'on est à des ratios de 80 ou 100% dans des pays voisins de la France, c'est ça? 100% en Italie, 70 à 80% en Angleterre, qui vont à l'école. Nous, c'est qui n'y vont pas. C'est-à-dire qu'il y a 80 000 enfants dont l'avenir, c'est l'hôpital psychiatrique. D'ailleurs, on a un record français. Un rapport IGAS, je parlais de l'IGAS tout à l'heure, nous montre que 60% des séjours longs, donc des séjours de plus de 30 jours, sont le fait d'autisme. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis d'autisme. Je voudrais qu'on d'autisme. s'arrête. La scolarisation, Florent Chapelle, c'est quelque chose que demandent tous les parents d'autistes et les associations. La scolarisation, c'est également l'un des axes forts, on va en parler, Ségolène Neuville, du plan autisme qui a été lancé en 2013. Mais d'abord, pour que chacun comprenne pourquoi c'est important cette scolarisation, je voudrais qu'on voit l'exemple d'Édouard. C'est un jeune autiste que nous avons suivi à la rédaction de France 2 pendant 10 ans. Il avait été diagnostiqué autiste sévère. 10 ans après, ses progrès sont absolument considérables. Regardez, on en parle juste après. Ces images datent de 2003. Édouard ne parle pas, dort peu, se tape la tête contre les murs. Mais l'équipe pédagogique accepte de le garder en classe et année après année, le petit autiste apprend à se contrôler. Alors là, c'est tu vois. Élange, éclatant. 5 ans plus tard, il a encore du mal à répondre à nos questions, mais les bruits de la cuisine ne le perturbent plus. Épluchage de légumes, préparation du pain, Édouard vient d'intégrer l'équipe d'un grand restaurant lillois, stagiaire 2 matinées par semaine. Si l'intégration d'Édouard est possible, c'est grâce au travail de son éducateur qui l'accompagne en permanence. Mathieu, regarde-moi. Mathieu. Il capte son attention. Qu'est-ce qu'il y a? Son regard. Où la boule? Il la met où la boule? Répète avec lui chaque tâche. Mathieu, qu'est-ce qu'il y a, Édouard? Il la met où la boule? Il faut faire de la place sur la plaque, regarde. Cette méthode appelée ABA l'aide à devenir autonome pour travailler un jour peut-être tout seul. Quand Édouard était enfant, un médecin avait assuré à sa mère qu'il ne parlerait pas. 1, 0. Aujourd'hui, la communication n'est pas simple, mais les mots sont bien là. Édouard comprend beaucoup de choses, il ne peut pas encore les exprimer, mais pour moi, il comprend tout. Et il comprend qu'on est en train de lui faire confiance. Et il comprend qu'on est toute une équipe et qu'on croit en lui. Voilà, c'est formidable ce qu'on vient de voir, Florent Chapelle, et ça fonctionne. C'est la preuve. Inaccessible. C'est inaccessible. Et parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, c'est ça? Oui. Il y a encore sur 130 facultés, il y en a 125 qui forment encore à la psychanalyse, et il y en a 5 qui forment aux méthodes éducatives. Donc aujourd'hui, trouver quelqu'un qui sort d'une de ces facs et qui est compétent, c'est juste un parcours du combattant. Avant de vous entendre sur la réponse politique, Ségolène Neuville, je voudrais qu'on en entende Julie Maire. Bonsoir. Merci d'avoir patienté pour prendre la parole. Ce travail d'accompagnement, c'est votre boulot.
c'est votre travail, parce que vous êtes à la tête d'une unité d'enseignement maternel. C'est une petite classe d'enfants autistes, hein, pour faire simple, qui les prépare à intégrer une école primaire, un peu comme l'exemple qu'on vient de voir. D'abord, peut-être comment ça fonctionne? Ça fonctionne au plus près d'une classe ordinaire. On essaye d'être vraiment au plus proche d'un fonctionnement. Donc vous êtes au sein d'une école, on est au sein d'un établissement? Tout à fait, au sein d'une école. C'est une petite classe avec... Une classe de 7 élèves. 7 élèves, tous autistes, tous évidemment. Autistes. Je suis accompagnée d'une équipe du médico-social avec des éducateurs et des paramédicaux. Oui. Et tout ce monde-là travaille autour des enfants. Combien il y a de personnes progresser. qui interviennent auprès des enfants? Alors, aujourd'hui, mon équipe est composée d'une éducatrice spécialisée, d'un moniteur éducateur, d'une AMP, oui. Une orthophoniste, une psychomotricienne, une psychologue. Voilà. Ça fait quoi, 2 ans que vous êtes à la tête de cette unité? Oui. Qu'elle a été créée? Oui, elle a été créée. Vous avez déjà un retour d'expérience? À la fin de la première année, on a 3 enfants qui sont sortis et qui ont réintégré leur école de secteur. Et donc 3 petits nouveaux qui sont arrivés cette année. Et ça se passe bien pour ces enfants? Ça se passe bien. Ils sont tous accompagnés. Donc ils ont un accompagnant en classe avec eux, mais ils sont dans une classe ordinaire de 25-26 élèves avec d'autres enfants. Oui. Et ils sont bien acceptés. Oui. Comment vous travaillez avec eux? Parce que je crois qu'il y a des enfants qui ne parlent pas, qui ont parfois des crises, qui sont des autistes sévères. Comment est-ce que vous faites pour les faire progresser, pour parler, pour échanger avec eux? Alors, pour dialoguer, ça peut être parfois compliqué, même si la communication, c'est un de nos axes de travail prioritaires. C'est pas forcément avec le langage oral. On utilise aussi le système d'échange d'images qui fonctionne très très bien, qui peut parfois être un tremplin aussi Donc c'est l'application des fameuses méthodes qu'on évoquait tout à l'heure, que vous mettez en place? Ils viennent nous donner, pour faire très très simple, ils viennent nous donner l'image de ce qu'ils désirent. Et en échange, on leur donne l'objet désiré. Et donc vous arrivez à dialoguer comme ça? Voilà, on arrive à répondre à leurs besoins. Et est-ce que les enfants arrivent à passer quelques mois, quelques années? Est-ce qu'ils arrivent à parler? Certains, oui. On n'aura pas 100% d'enfants qui sortiront verbaux, mais notre objectif vraiment, c'est de trouver une communication fonctionnelle pour chaque enfant, parce qu'on sait que s'ils ont une communication fonctionnelle, on va réduire considérablement les troubles du comportement. Vous avez beaucoup d'affection avec ces enfants, j'imagine. Il doit se créer un lien particulier. Oui. Bah oui, ils sont que 7 et puis on les accompagne vraiment au plus près. Ce qui fait aussi notre force, c'est les éducatrices vont au domicile des parents pour accompagner les parents et leur donner des astuces et vraiment les aider. C'est ça qu'il faut, dit Christelle. Oui, mais c'est génial. C'est ça qui fait la force aussi des unités d'enseignement. C'est la bonne méthode, c'est une des bonnes approches. C'est super, sauf que, pardon Madame la Ministre, mais il y en a un par département, il en faudrait 100 par département. Votre message, mais parlons peut-être d'abord de ce qui fonctionne et pour qu'on comprenne bien le fonctionnement, et puis après on évoquera le nombre de places qui n'est pas suffisant, on l'a bien entendu. Est-ce que ces enfants sont bien acceptés quand ils arrivent en milieu ordinaire par leurs petits camarades? Parce qu'on entendait tout à l'heure les réticences des autres parents parfois, de la prof, de l'instit, qui dit voilà, c'est compliqué à gérer un enfant autiste dans une classe. Est-ce que ça, c'est des inquiétudes que vous entendez? Pas du tout. On est extrêmement bien accueillis dans l'école. Les enfants mes 7 élèves vont en récréation avec les autres enfants. Ah, il y a des moments communs? Tout à fait. Ouais. Alors les 7 enfants vont en récréation avec les autres et il n'y a aucune difficulté. Et puis j'ai actuellement 3 enfants qui sont en inclusion sur la quasi-totalité de la journée en petite section. Ils ont été accueillis par leur enseignante vraiment comme d'autres élèves de la classe. C'est 3 élèves en plus dans cette classe, mais qui font partie vraiment du groupe classe. Et on travaille en partenariat avec les enseignantes de l'école. Dès que l'inclusion est possible, on va vers de l'inclusion parce qu'on sait que c'est ce qui fonctionne bien. Inclusion, ça veut dire mélanger, c'est ça? Oui. Professeur, un mot de commentaire sur cette unité qui fonctionne visiblement. Oui, juste en préambule, je voulais vous dire, la communication, c'est pas juste parler. Et beaucoup des patients sont capables de recevoir. Et on est capable d'évaluer la capacité qu'ont les patients de recevoir le langage. Donc parfois, on peut leur dire des choses. Certes, ils ne sont pas capables de vous répondre, mais ils seront tout à fait bien compris ce que vous leur avez dit. Et les thérapies d'échange par les images, c'est quelque chose d'assez fondamental. Parfois, j'ai des collègues qui me disent « mais cet enfant est non-verbal, pourquoi faire de l'orthophonie ?» Mais on peut faire de l'orthophonie avec un patient qui ne parle pas.
on veut lui apprendre à communiquer avec des images. Et qui ne parlera jamais, qui ne communiquera que par des images ou par des échanges. Alors certains n'utiliseront effectivement que la méthode picturale pour communiquer, mais dans ma consultation, parfois il y a des enfants viennent, alors parfois c'est avec des vraies images, et puis parfois ils ont des ordinateurs, et ils appuient sur les icônes, et ils vous parlent. Enfin, c'est pas eux ils vous racontent une histoire, ils vous disent des choses. Alors certes, c'est pas leur voix, c'est celle de l'ordinateur, mais ils disent « j'en ai marre de ta consultation ». Et ils sont capables de le dire. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment assez fondamental pour les familles et pour les gens. C'est qu'effectivement, quelqu'un qui ne parle pas n'est pas nécessairement quelqu'un qui ne communique pas. On peut communiquer par d'autres choses. Combien de centres comme celui qu'on évoquait à l'instant ont été créés à ce jour, Ségolène Neuville? Alors, ce ne sont pas des centres. Des unités. Ce sont des classes, en fait, qui sont à l'école avec les autres enfants. Donc, il y en a 60 depuis la dernière rentrée. Il y en aura 50 nouvelles autres, ce qui fera 110 en tout à la rentrée 2016. Donc, l'objectif du plan autisme sera atteint. J'insiste, un des objectifs, parce que c'est qu'une partie. Ce qui est extrêmement important, c'est que si on mélange les enfants depuis qu'ils sont tout petits, vous l'avez dit, vous avez expliqué que vous avez été harcelés. Mais il y a quand même un certain nombre d'enfants, si on les mélange dès la maternelle, eux, la différence, ils font pas attention. Tel enfant, c'est tel enfant. Et puis, s'il se comporte différemment, c'est sa personnalité. Et je suis convaincue que si on mélange les enfants maintenant, ça fera des adultes qui n'auront pas nos préjugés à nous. Parce que nous, on n'a pas été mélangés quand on était petits. Tout le monde est d'accord sur le constat, sur la solution telle qu'elle vient d'être exprimée. Il est important que je le dise, parce que c'est bien la volonté du gouvernement de pouvoir aboutir à cette scolarisation de tous les enfants. Sur la question des moyens, les places, le nombre de classes qui sont créées, une centaine de classes sur 3 ans dans le plan autisme lancé en 2013, largement en dessous du nombre d'enfants autistes qui naissent chaque année. Je crois que le ratio, 24 000 enfants autistes à prendre en charge sur 3 ans pour 700 places créées. Est-ce qu'on n'est pas très en dessous de l'enjeu? Non, alors je crois qu'il faut, bien sûr que de toutes les façons, j'ai conscience qu'il y a un retard énorme et que effectivement, il y a énormément, il y a 600 000 personnes autistes, donc beaucoup d'enfants, et donc il y a un énorme retard à combler. Mais tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins, et donc c'est aussi comme ça qu'il faut raisonner, et il faut multiplier les solutions en fait pour qu'elles soient adaptées à chaque enfant. Et moi, ma priorité, c'est effectivement d'aider les parents. Quand j'entends ça, je me dis la priorité après effectivement le diagnostic, c'est que les parents puissent être aidés à la maison, pour les actes de la vie courante, parce qu'on vous a bien expliqué que les actes de la vie courante sont difficiles, et puis que les enfants soient aussi accompagnés à l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des professionnels. C'est pas des centres qu'il faut, c'est des professionnels. Des professionnels formés en masse, et de toutes sortes de professions, parce que c'est pas seulement des médecins. Les médecins, ils font les diagnostics, mais après, il y a tous ceux qui accompagnent. Mais il y a quand même un chiffre donc, implacable. Il y a les éducateurs. Pardon d'insister, mais il y a un chiffre qui est implacable. 20% d'enfants autistes scolarisés en France contre, vous disiez, 100%. 100% en Italie. 100% en Italie. Mais attendez, depuis 2008, ça a progressé de 120%. Actuellement, je vais vous dire les chiffres. Les enfants en situation de handicap scolarisés à l'école, classique, c'est 260 000 pour tout handicap confondu. Et pour l'autisme, c'est 26 000. Donc évidemment, c'est pas assez. Mais comme dit Madame, il y a aussi des enfants qui ont des troubles du spectre autistique, qui sont scolarisés et qui n'ont pas d'accompagnement parce qu'ils ne sont pas diagnostiqués. Mais pourquoi la France est-elle si en retard par rapport à ses voisins ? Il faut tout faire avancer en même temps. Je crois qu'il y a des pays aussi, il n'y a pas que la France qui a du retard. Non, mais nous, on est français, donc c'est ce qui nous intéresse. Moi, mon rôle, c'est de faire avancer. Donc il faut former les professionnels, c'est ce qu'on fait. Donc toutes les professions confondues, il y a les professionnels de santé, mais il y a tous les professionnels du social, c'est-à-dire les éducateurs, et puis il y a toutes les autres professions, les psychomotriciens, etc. Il y a aussi le fait de pouvoir payer, en quelque sorte, que la solidarité nationale paye cette prise en charge. Parce qu'il y a ce problème-là qui a été évoqué oui, mais alors là, c'est là où je ne suis pas d'accord, parce que l'argent, on l'a, mais dans les hôpitaux... Oui. Enfin, mais voilà, l'argent, on l'a. Il y a une région qui a fait la démonstration, c'est le Limousin. Le patron de l'agence régionale de santé du Limousin a réuni tout le monde, a enlevé l'argent du sanitaire et l'a rebasculé sur le médico-social. Ouais. C'est ce qu'on appelait dans le rapport l'État, la fongibilité des enveloppes. Pris l'argent d'un côté, il l'a mis de l'autre. On peut, à un moment donné, enlever au sanitaire et amener au médico-social ou à l'éducatif. C'est totalement faisable. Sauf que là, il faut plus que de la volonté politique. On tombe sur une technostructure qui s'arc-boute et qui veut absolument pas que ça change. Le problème, c'est qu'il va falloir les faire changer de force. C'est vrai, là, on va rentrer dans une période dure. Moi, j'ai plongé dans l'univers de l'autisme que je connaissais, je l'avoue assez mal, mais c'est vrai, quand on plonge là-dedans, on est assez sidéré par le manque de moyens qui est mis en place. Alors, effectivement, il y a le 3e plan autiste,
Mais si on compare par exemple au plan Alzheimer, je crois qu'on est dans un ratio de 1 à 10. 205 millions, je crois, d'euros débloqués pour l'autisme, quand on est à 1,6 milliard pour Alzheimer. Alors on est dans une comparaison à peu près similaire. 600 000 autistes, 850 000 malades d'Alzheimer. Le handicap en France, tout handicap confondu, c'est 40 milliards d'euros. Donc, je ne crois pas qu'il faille faire des comparaisons entre Alzheimer, handicap, autisme, etc. Le plan autisme, le 3e plan autisme, donc 205 millions d'euros. Il y a eu effectivement 28 millions pour les unités d'enseignement maternel qui sont des unités exemplaires pour l'instant, mais qui étaient aussi un système un peu expérimental et dont on voit qu'il marche extrêmement bien. C'est pour ça qu'on va plus loin que ce à quoi on s'était engagé, parce qu'il en était prévu 100, il y en aura 110. Et puis après, il y a à chaque fois des fonds qui sont prévus, y compris pour la transformation de l'offre. Et la transformation de l'offre, c'est quoi? C'est effectivement faire plus d'éducatif, en fait, et former les professionnels à ces fameuses méthodes qui sont les bonnes méthodes, qui sont recommandées. Mais vous dites la réponse politique qui est adaptée, c'est ça? Alors, je dis non, je dis, en tous les cas, là, clairement, en France, on est en train de vivre une vraie révolution sur le plan de l'autisme. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a un changement complet par rapport à la façon de faire qui était auparavant. Après, j'ai conscience que c'est long. C'est une révolution qui est déjà, j'ai 2 questions. Et trop long. Quand il y a des enfants en jeu, Je le sais. Je le sais et je... Voilà. Oui, moi, je vais bien. Alors, c'est très bien si des personnes arrivent des professionnels arrivent à avoir la formation continue, à se former. Mais moi, enfin, je veux dire, les adultes, on n'a pas été intégrés. On est au RSA ou à la H quand on a de la chance. Comment je fais pour payer les professionnels qui, par chance, parfois, sont formés, mais c'est très rare? C'est vrai qu'on a beaucoup dit que les adultes autistes étaient un peu les grands oubliés du plan l'ensemble 2013. Je ne sais pas comment je vais faire. Les adultes, évidemment que je veux en parler aussi. Alors, il y a certains adultes qui sont diagnostiqués, certains qui vivent autonomes, même sans avoir travail ou en ayant un travail. Voilà. Bon, et puis, il y en a beaucoup aussi qui sont dans les hôpitaux psychiatriques et qui n'ont jamais été diagnostiqués. Et comment on fait pour que ça change, ça? Alors, moi, je vais vous dire très sincèrement, il y a plusieurs choses qu'on peut développer. D'abord, c'est des formes de logement avec accompagnement. Et donc, effectivement, il faut qu'il y ait des services d'accompagnement qui permettent aux personnes d'envisager des choses de la vie courante. Parce que parfois, c'est des choses toutes bêtes qui, à quelqu'un qu'on appelle neurotypique, c'est-à-dire qui n'est pas autiste, ça lui paraît tout bête. Et puis, pour quelqu'un qui a un autisme, c'est des choses de la vie courante qui paraissent insurmontables. Donc là, il y a besoin d'une aide. Dans ce cas-là, il faut faire des recours. Mais donc, il y aura un 4e plan autiste pour pallier les carences? Il y aura des annonces. Mais quand ça? Qui ne seront pas aujourd'hui. Vous nous intéressez, là. Qui ne seront pas aujourd'hui. Mais vous préparez des choses? Bien sûr, il y a comme chaque année, en fait, en avril, le Comité national de l'autisme, qui permet de faire le bilan du plan autisme avec les mesures qui ont été faites, celles qui n'ont été pas faites et ce qui reste à faire. Et c'est vrai que c'est immense, ce qui reste à faire. Et puis, il y aura probablement aussi... des annonces. Des annonces, mais qui pourront être faites par le président de la République un peu plus tard. Sur, à quelle échéance? Sur le sujet du handicap. Après, à quelle échéance? Avant l'été. Bon, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Christelle, juste sur l'accompagnement des adultes autistes, est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse? C'est pour ça que je me bats. C'est que je m'imagine mon fils, le jour où je suis plus là, il finit en hôpital psychiatrique et il finit sous neuroleptique. Alors c'est vrai que je sais que c'est pas votre faute parce que vous n'êtes pas, enfin je veux dire, vous n'êtes pas là depuis 20 ans à ce poste. Mais il y a quand même, chaque année on nous promet, sur le terrain on n'en peut plus. C'est quand même très compliqué. C'est pareil par exemple. Vous êtes concernés, mais je trouve que l'éducation nationale devrait être aussi concernée. On devrait pouvoir avoir des accompagnants scolaires qui soient formés. On devrait que l'autisme ne soit pas, voilà, c'est médical, mais l'école, c'est primordial. Enfin, il y a tout à révolutionner. Et c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais les autistes ont été oubliés pendant des années. Ça fait vraiment... Là, il y a des générations qui sont sacrifiées. J'ai des témoignages, je vous assure, vous venez quand vous voulez sur Pau. Je vais vous faire rencontrer des familles, j'ai même des adultes. Mais ce qu'ils vivent, les pauvres... Mais enfin, il y a un moment où on n'y croit plus. C'est-à-dire qu'on se dit, OK... Il y a des personnes âgées aussi, autistes, aussi. Parce qu'on ne meurt pas avant. Vous la sentez, professeur, vous la sentez, cette volonté politique? Vous avez observé un changement dans la prise en charge des autistes depuis 2012-2013, oui, je crois que c'est indéniable, il y a vraiment eu un effort. Déjà... On dit souvent 2012, c'est l'année zéro de l'autisme. Voilà, c'est là où on commence à prendre conscience en tout cas, de la problématique et à apporter des réponses. Je crois qu'il y a un effort de tous, des politiques et des familles, pour faire qu'on progresse ensemble.
Et donc je crois qu'il y a eu un effort ces dernières années, on le sent vraiment dans le quotidien. Il y a des nouvelles structures qui ont été montées, d'ailleurs sur le dépistage précoce, il y a des centres Asperger pour les adultes. Et donc il y a un certain nombre de structures qui ont émergé ces derniers temps. Il y a de nouvelles structures éducatives qui ont émergé. Mais en fait, on ne rattrape pas, on n'a pas besoin seulement de rattraper un retard, on a 40 ans de retard, hein, c'est ça. Oui, mais ça, à la rigueur, on pourrait en avoir 70, que ça ne me dérangerait pas. Ce qu'on a besoin, c'est vers où on va. C'est quels sont nos objectifs. Et on a pris la bonne direction? On a pris la bonne direction, mais encore une fois, c'est une maladie grave, chronique, et on doit inventer de nouvelles choses. C'est un handicap. Un handicap. Je suis désolée, mais, non, mais c'est comme si un ophtalmo disait à un myope qu'il a une maladie. Alors, enfin, ça n'a pas de sens. Tout à fait, mais encore une fois, on doit aller vers de nouvelles stratégies, on doit progresser sur les stratégies non médicamenteuses en particulier, on doit fournir de nouveaux schémas de prise en charge à l'école, à l'hôpital, pour améliorer. On n'est pas juste à rattraper quelque chose, on doit progresser aussi dans nos connaissances. Alors, dans cette progression, et je voudrais qu'on finisse avec ça, je voulais partager avec vous ce clip de sensibilisation qui a été fait par SOS Autistes. Vous l'avez peut-être déjà découvert sur vos écrans. C'est l'autre facette pour faire avancer la cause de l'autisme, accepter la différence. C'est avec vous d'ailleurs, Bernard Campan. On regarde. Je m'appelle Vincent. Je m'appelle Mélissa. Je m'appelle Samy. Pourquoi tu es triste? Parce que dans mon pays... La France. La France. Toutes les portes sont fermées aux autistes. L'école. La musique. Le sport. Le travail. Parce que les gens pensent que les autistes sont des idiots. Tu ne ressens rien. Moi, je comprends tout. Moi, je ressens tout. La colère, la peine. L'amour, la peur. L'indifférence. Il est autiste. Et alors? Voilà, clip réalisé par SOS Autistes. C'est important aussi ce message-là, Bernard Campan. La différence, l'accepter dans notre société. Oui, c'est peut-être la base, que le regard arrive à changer. C'est aussi un peu ce qui ressort de ce débat. La différence, oui, c'est qui fait peur, la différence, tout ça. Si les regards peuvent commencer à changer, voilà, c'est le plus important. Mais en même temps, il y a la question politique, il y a toutes les questions administratives, financières, tout ça. Mais c'est vrai que le regard là-dessus, ne pas avoir peur, c'est une question de mentalité. Tous différents et à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça, avec ce message-là, Charlotte? Je pense que voilà, il y a des gens qui, comme nous, qui fonctionnent différemment. Nous avons, voilà, qui peut nous handicaper, enfin, qui nous handicape d'ailleurs. Enfin, j'ai pas peur de le dire. Mais par contre, sans stratégie, sans outils, sans environnement adapté, comment faisons-nous? Il faut aussi comprendre que voilà, qu'il y ait des critères pour accéder à une vie digne, en fait. Et oui, déjà, on devrait changer le regard. C'est la priorité avant tout. Déjà, on vivrait mieux. Ce qui nous fait souffrir, c'est aussi le regard de l'autre. C'est beaucoup ça, en fait. C'est vraiment... J'ai beaucoup de mal à comprendre. En fait, tant que les gens ne savent pas, ils sont mal à l'aise, voilà. On a un problème avec la différence, avec le handicap, Ségolène Neuville, en France? On a un problème d'acceptation. Ça progresse beaucoup grâce aux associations. Parce que dans l'autisme et dans tous les types de handicap, les associations de familles, de parents sont extrêmement actives. Il y a beaucoup de communication sur le sujet. Et puis encore une fois, je crois que le secret pour tout faire changer, c'est l'école en fait. Florent Chapelle, c'est aussi un aspect qui ressort dans votre bouquin Autisme, la grande enquête. C'est en librairie, je crois. Aujourd'hui. C'est aux éditions. Oui, voilà, il faut y aller. Aux éditions Les Arènes. Aux éditions Les Arènes. On fait confiance et c'est toute l'histoire de ces 50 dernières années. Bon. C'est un grand frisson, je crois, quand on voit tout ça. Mais merci. Merci à vous tous. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle soirée continue. J'espère que ce débat vous aura éclairé sur ce handicap de l'autisme qui reste, on l'a bien compris, difficile à appréhender. Merci à Nathalie Bourdon pour la préparation, à Philippe Lallemand et ses équipes pour la réalisation, à Géraldine Levasseur et aux équipes de MFP, bien sûr. Merci à vous, surtout, de votre fidélité. Et sachez que l'on se retrouve mercredi 13 avril pour une nouvelle soirée continue consacrée à un sujet sensible aussi, le scandale de la pédophilie au sein de l'Église. Merci à tous les 7. Merci à vous. Bonsoir.